Le président Alassane Ouattara en Corée du Sud a présenté les potentialités ivoiriennes aux hommes d'affaires sud-coréens qui ont décidé d'accompagner la Côte d'Ivoire. Le point de ces audiences dans quelques instants. Reprise des activités de collecte des ordures ménagères après 2 semaines d'interruption. La directrice générale de la Nature sur le terrain pour faire le constat. La Tchéquie au cœur de la célébration de la Journée mondiale du tourisme en Côte d'Ivoire. L'événement a été célébré hier à Dabou. Il est 13h à Abidjan. Bienvenue à tous. Direction la Corée du Sud où le chef de l'État a échangé avec l'agence coréenne de coopération et des hommes d'affaires sud-coréens. Au centre de ces rencontres, le financement des projets de développement, notamment le train urbain. Le point avec notre envoyé spécial Abiba Dambélé-Sawi. Le président de l'agence gouvernementale de coopération, KOICA, Kim Young-mok, est venu annoncer au président de la République Alassane Ouattara le retour de l'agence coréenne en Côte d'Ivoire. La KOICA se dit prête à accompagner notre pays sur la voie de l'émergence. L'aide octroyée à la Côte d'Ivoire dans différents projets en faveur des jeunes et des femmes et de grands projets d'infrastructures, notamment le train urbain, est estimée à environ 50 millions de dollars. Le président d'Exim Bank a confirmé pour sa part l'implication de l'institution bancaire coréenne dans le projet de réalisation du train urbain. Cette banque va débloquer près de 70 millions de dollars de prêts concessionnels à la Côte d'Ivoire pour ses projets de développement. Le train urbain, un projet cher au président Alassane Ouattara, car sa réalisation va permettre la modernisation et la fluidité du trafic. Le président de Dongsang Engineering se dit prêt à contribuer à la réalisation de ce grand projet. Nous avons parlé du projet de train urbain, donc Dongsan est le représentant du groupement qui est en train de travailler sur le projet. Donc on lui a expliqué l'avancée du projet et en même temps notre motivation et notre volonté de continuer pour le succès de ce projet. L'émergence en 2020 se précise grâce à ce pays ami de la Côte d'Ivoire qui est déterminé à soutenir les actions du bâtisseur Alassane Ouattara. Et à ces audiences, il faut ajouter la rencontre du président Alassane Ouattara avec Choi, l'ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État lui a rendu un vibrant hommage pour son courage et son honnêteté, lesquels ont permis de dénouer la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Restons encore avec Abiba Dambélé-Sawi. Young Ji Choi, un homme courageux et impartial qui est rentré dans l'histoire de la Côte d'Ivoire lorsque le 3 décembre 2010, il a procédé à la certification de la victoire à l'élection présidentielle du président Alassane Ouattara avec 54,10% des suffrages. Selon le mandat confié à l'ONU par les forces politiques ivoiriennes lors des accords de Pretoria en 2005. Cet homme exceptionnel a été reçu par le président Alassane Ouattara. Il a déclaré qu'il est et demeure un Ivoirien de cœur. Moi, je reste toujours un Ivoirien. Une fois Ivoirien, toujours Ivoirien. Mais rétrospectivement, quand je regarde mes passés, les 4 années que j'ai passées avec vous, les Ivoiriens à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'était les plus significatifs. J'étais l'ambassadeur à Washington, à New York, à Vienne, mais il n'y a pas de comparaison. Il y avait des moments pas faciles, mais regardant le passé, tout le monde, tous les moments étaient significatifs, étaient le meilleur moment pour moi. Monsieur Choi, pensez-vous avoir amené la paix en Côte d'Ivoire? Non, président amené, on est là-bas pour lui servir. Non, président, avec le peuple ivoirien, a amené la paix, on était là pour assister. C'était le motto pour moi et l'on aussi, on est là pour assister le peuple ivoirien. Si le peuple ivoirien ne marche pas, on ne peut pas marcher. Donc je dis encore une fois, c'est le président avec le peuple ivoirien qui ont amené la paix
nous n'avons qu'assisté au processus. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous faites un regard rétrospectif, si c'était à refaire, est-ce que vous l'aurez refait? Oui, tous les moments. Surtout les 4 mois, le président était à l'hôtel Golf. C'était le moment difficile, mais le plus meaningful, c'était significatif. On refera tous les moments. Maintenant que vous êtes rentré en Corée, quelles sont vos activités? J'enseigne, j'écris des livres et je joue au golf, mes 3 passions. Un livre sur la Côte d'Ivoire aussi? Je pense à ça, mais j'écris sur les civilisations maintenant. Le président Alassane Ouattara a rendu hommage à cet homme de conviction. C'est avec beaucoup d'émotion que je retrouve M. Choi. Ce matin, quand Mme la Présidente Park m'a reçu, nous avons longuement parlé de M. Choi. J'ai indiqué à Mme la Présidente que nous avons été impressionnés par son courage, par son honnêteté. Parce que, comme il l'a dit, il n'a fait que dire ce que le peuple ivoirien avait décidé. Et il a été menacé de mort, mais malgré cela, il a tenu bon. Et ceci a permis à la Côte d'Ivoire de sortir de cette crise. Et donc, je tenais à le rencontrer ce soir pour lui témoigner la gratitude des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, maintenant, est en paix. Elle est en sécurité, elle est en marche, elle est au travail et travaille vers la prospérité. En tout cas, merci beaucoup, M. Choi. Merci, M. le Président. Merci pour votre contribution. Un homme qui, de par ses actions, a su rapprocher davantage la Côte d'Ivoire et la Corée, qui sont devenus des amis intimes, selon l'ambassadeur de Corée en Côte d'Ivoire. Et cette visite officielle du chef de l'État en Corée du Sud, qui a débuté depuis samedi dernier, prend fin demain, jeudi 9 octobre. Le gouvernement ivoirien va organiser une campagne de promotion pétrolière aux États-Unis du 14 au 15 octobre prochain pour situer les enjeux de cette importante rencontre avec les grands groupes pétroliers. Un point de presse du ministère du Pétrole et de l'Énergie. Mahamadou Traoré et Noël Nyagno pour plus de détails. À l'image des grands pays producteurs de pétrole, la Côte d'Ivoire entend se doter de jugements de classe mondiale et les moyens pour y parvenir ne manquent pas. Le gouvernement a défini de nouveaux blocs qui sont dans des zones très profondes, c'est-à-dire nous avons 3000 mètres à 4000 mètres d'eau avant de toucher le fond de la mer. Ce sont ces zones-là que nous allons proposer aux grands opérateurs pétroliers mondiaux et nous avons découpé 7 blocs qui vont de l'ouest à l'est de la Côte d'Ivoire et nous inviterons les sociétés pétrolières à venir négocier et engager des travaux pour faire de l'exploration. À ce roadshow de Houston aux États-Unis, la délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan entend valoriser les énormes potentialités encore peu exploitées de l'offshore ultra profond. Et dans ces eaux très profondes, pour un forage d'exploration, à 2500 mètres, 2000 mètres, nous sommes au-delà des 100 à 150 millions de dollars, un forage d'exploration. Et si on trouve la ressource en quantité économique, il faut ensuite envisager un forage de développement avec des plateformes qui se chiffrent en milliards de dollars. Autre enjeu de ce roadshow, augmenter la production d'hydrocarbures, notamment le gaz naturel, en vue de faire face à la demande sans cesse croissante en électricité. Une demande qui, de 1630 MW en 2014, se situera à 1800 en 2015 et probablement à 4000 MW en 2020. Après 2 semaines d'interruption, les sociétés de collecte des ordures ménagères ont repris leurs activités. La directrice générale de la NASUR, l'Agence nationale de salubrité urbaine, s'est rendue sur le terrain pour faire le constat. Reportage Serge Gangoumen. Cette tournée entreprise par la directrice générale de l'Agence nationale de la salubrité urbaine, ANASUR, Sarah Ouattara, depuis une semaine dans les communes d'Abidjan, a pour objectif de vérifier la reprise de la collecte des ordures ménagères par les sociétés commises à cette tâche. Ces dernières avaient observé récemment une baisse d'activité pour réclamer les arriérés de paiement liés à leurs prestations. Et l'État de Côte d'Ivoire, soucieux du bien-être des populations, a aussitôt répondu à leurs requêtes en leur versant les arriérés en question. Sarah Ouattara, sur le terrain, a pu constater une reprise effective de la collecte des ordures.
je pense qu'au rythme où vont les choses, la ville devrait être représentée par un visage sain. Aux ménagères de mettre en pratique les consignes données par la nature pour rendre la ville propre et assurer à tous une santé parfaite. À Tabo, les enfants des producteurs de cacao n'ont pas eu de soucis cette année pour aller à l'école. La Fondation mondiale du cacao a décidé de les soutenir en faisant un geste. C'est un chèque qui a été remis à une trentaine de producteurs de cacao de la région de Tabo. Eugène Atoubé. Le chèque que reçoit la coopérative Eyojika de Tabo a une valeur de 3 600 000 francs CFA. C'est le montant de l'allocation scolaire offerte par le programme CCDF de la Fondation mondiale du cacao pour aider les producteurs membres à scolariser leurs enfants. Les 3 600 000 francs CFA seront répartis entre 30 producteurs, tous membres de la coopérative Eyojika. À cette occasion de la rentrée scolaire, nos chers enfants, tout en leur demandant de continuer de bien travailler à l'école et surtout d'éviter la tricherie. La coopérative Eyojika de Tabo, qui a financé la construction d'une école primaire dans le village d'Alateresco, œuvre pour l'envoi à l'école des enfants des producteurs membres, en écho à la campagne gouvernementale de lutte contre les pires formes du travail des enfants, spécialement l'utilisation de ceux-ci dans la cacaoculture. Eyojika bénéficie également de l'encadrement du programme CCDF du Fonds mondial du cacao dans une perspective de durabilité de la cacaoculture et du bien-être des producteurs. La Fondation mondiale du cacao a été invitée par les autorités administratives de Tabo à multiplier ses actions en faveur d'un plus grand nombre de familles productrices de cacao. Cette organisation regroupe à ce jour 115 membres représentant plus de 80% du marché mondial du cacao. À Bouandougou, la cantine scolaire du collège moderne sera réhabilitée grâce à Force 2015. La Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence a offert du matériel de construction justement pour la réhabilitation de cette cantine scolaire. Un geste qui s'inscrit dans le cadre du programme d'activité et de soutien de ce mouvement aux actions du président Alassane Ouattara. Reportage Kader Sogodogo. Loin d'être seulement une structure politique, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence Force 2015 se veut également un instrument de développement. À Bouandougou, dans la région du Béré, ce mouvement œuvre pour la bonne marche du collège moderne. Il vient d'offrir du matériel de construction composé de tôles, ciment et autres pour la réhabilitation de la cantine de cet établissement et du matériel agricole pour la coopérative scolaire. Un geste salué par les populations sorties en grand nombre. Pour le premier responsable de Force 2015, ce geste vient accompagner la vision du président de la République, Alassane Ouattara, pour une école d'excellence. Notre ministre Kandia Kamara, le gouvernement ivoirien, avec à la tête son Excellence Alassane Ouattara, sont au travail. Il s'agit à travers cette action d'apporter notre appui à l'édification de la Côte d'Ivoire, nation émergente, nation développée, et cela passe par la contribution de chacun de nous. Les enseignants de Bouandougou, malgré les difficultés, restent concentrés sur leur mission, la réussite des enfants de cette partie du pays. Madame la ministre nous a mis en mission et nous voulons réussir. Je suis partisan de la réussite. Et malgré les difficultés, nous faisons de bons résultats. Érigé en établissement secondaire le 24 janvier 2012, le collège moderne de Bouandougou était au départ une école primaire. Aujourd'hui sans eau ni électricité, comme un bébé, le collège moderne de Bouandougou, avec ses 516 élèves et 13 enseignants et personnels administratifs, a besoin du concours de tous pour grandir. Dans le domaine de la santé, les mutualistes ivoiriens vont être assistés par les experts français pour le développement de leurs différentes mutuelles. Le programme d'appui aux stratégies santé mutualistes PASS va leur apporter un soutien technique et financier de plus de 294 millions de francs CFA. Le PASS va aussi aider à la formation des gérants et du personnel des mutuelles en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Douad Lazer. Les mutuelles de santé de Côte d'Ivoire
vont désormais bénéficier de l'expertise étrangère. Le PASS, programme d'appui aux stratégies de santé mutualiste, va leur apporter un appui technique et financier en vue du renforcement de leurs actions de solidarité en faveur de leurs adhérents. 450 000 €, soit plus de 294 millions de francs CFA, constituent le budget annuel du PASS pour soutenir la création des mutuelles, la formation des acteurs et la mise en place d'une plateforme de gestion adéquate. Aider les acteurs mutualistes à développer leurs propres projets. C'est la mise en place de la CMU, c'est le repositionnement du mouvement mutualiste dans ce développement de la couverture santé, encore une fois, avec des taux de croissance dans ces pays importants. On ne vient pas dire ici ce qu'il faut faire, on vient aider à le mettre en place. Le programme d'appui aux stratégies de santé mutualiste, PASS, va intervenir dans les 8 pays de l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, avec pour bureau sous-régional basé à Abidjan. Une opportunité à saisir selon certains acteurs de la mutuelle sociale ivoirienne. Dans l'environnement nouveau qui est celui de la couverture maladie universelle, nous pensons que le PASS sera un atout et va nous aider vraiment à renforcer nos capacités, à améliorer nos méthodes de travail, va nous aider aussi à développer notre partenariat au niveau stratégique, au niveau d'abord sud-sud et au niveau nord-sud. Plateforme de plaidoyer, de sensibilisation et d'éducation à la protection sociale et à la mutualité, le PASS a aussi pour mission de coordonner et de structurer les entreprises de mutuelles sociales. Cette campagne de sensibilisation et de lutte contre Ebola dans la sous-préfecture de Niablé, pour bien mener la campagne, un comité de suivi et de riposte a été mis en place par le sous-préfet. Commentaire Honorine Aingori. La lutte contre la fièvre Ebola très suivie. Les autorités préfectorales en Côte d'Ivoire en ont fait leur cheval de bataille à la suite du gouvernement. À Niablé, le sous-préfet Sagidi Bakayoko sensibilise la population sur le respect strict des mesures d'hygiène prises par le gouvernement. Nous allons partir vers les populations les plus reculées, surtout frontalières, pour leur dire qu'il n'existe pas de remède, il n'existe pas de vaccin. Chacun doit se prémunir de mesures d'hygiène qui puissent, n'est-ce pas, sauver sa vie et la vie des autres. L'engagement de lutter contre la fièvre à virus Ebola par le sous-préfet de Niablé, Sagidi Bakayoko, a été marqué également par des visites surprises dans les maquis et restaurants. Cela vise à vérifier l'application des mesures et sensibiliser à plus d'hygiène. Ici en Côte d'Ivoire, la lutte contre le VIH-Sida et les violences basées sur le genre au centre des actions de l'ONU Femmes à Bangolo. L'objectif est clair, mobiliser les femmes pour être des relais sur le terrain. Commentaire Honorine Aingori. La mise en œuvre d'activités pour l'autonomisation des femmes nécessite la mobilisation des bénéficiaires et surtout celle des autorités. C'est ce qui a conduit la représentante résidente de l'ONU Femmes, Marie Goretti Doyo, à Bangolo pour sensibiliser autorités politiques locales, sanitaires, communautaires et les femmes bénéficiaires. Et ce, dans l'optique d'accroître la responsabilité pour l'égalité et l'équité du genre à travers la planification et la budgétisation. Pour ce faire, des recommandations sur les attentes de l'ONU Femmes relatives à la visibilité des acteurs, le suivi et l'évaluation des projets ont été faites. Au cours des échanges, des préoccupations concernant l'amélioration des conditions des femmes et la stratégie à déployer ont été recueillies. À cette occasion, deux structures d'exécution, à savoir l'ONG Olira, dirigée par Robert Tia, et le WANEP Côte d'Ivoire de Mamadou Fofana, ont présenté leurs activités. Ces activités portent respectivement sur la prévention, la lutte contre les violences basées sur le genre et l'autonomisation des femmes. Les femmes de Boaké sensibilisées sur leurs droits et devoirs. Cette campagne de sensibilisation est une initiative de l'ONG Terre. La campagne a été officiellement lancée dans le village de Golikro. Les droits liés au mariage civil et les droits de succession ont été abordés. Reportage Soro Corona, commentaire Kwadjo Kwame. En Côte d'Ivoire, plus de la moitié des femmes ignorent leurs droits. En milieu rural surtout, seulement 10% de ces femmes connaissent quelques notions du droit selon ONU Femmes.
Pour renverser la tendance, l'ONG Terre, avec le soutien technique et financier de Search for Common Ground, a initié une campagne de sensibilisation sur les droits des femmes. Cette large campagne a débuté par le village de Golikro, commune de Bouaké. De nombreuses femmes sont venues des villages environnants pour s'informer sur leurs droits, mais également sur leurs devoirs, notamment le choix du domicile familial et le devoir de respecter son mari. Zadi Alice, directrice régionale de Pro-Justice, a axé son intervention sur le mariage. La juriste a informé les femmes que seulement le mariage civil est reconnu par le droit et donne des prérogatives à la femme. Nous avons fait un résumé des droits de la femme en général. Nous avons surtout profité pour montrer aux femmes qu'elles ont des droits. Et quand quelqu'un a des droits, il doit les exercer, il doit les revendiquer. La directrice régionale de Pro-Justice a insisté également sur l'héritage lié au mariage civil. Pour elle, selon le droit, la femme n'hérite pas directement de son mari. Les femmes, même pour aller à la justice, souvent, elles ont des problèmes. Elles disent qu'elles n'ont pas d'argent. Elles pensent que sans argent, on ne peut pas se rendre à la justice. Des fois même tu as raison, mais tu ne sais pas comment faire pour connaître ton droit. Et aujourd'hui, on a vu que la femme aussi a un droit. La mairie de Bouaké a encouragé les initiatives de l'ONG Terre et exhorté les populations rurales à régulariser leur situation matrimoniale. Cette campagne de l'ONG Terre va s'étendre à de nombreux villages de la commune de Bouaké. Bouaké, dans sa phase de relance économique et de reconstruction, le ministère de l'Industrie et des Mines compte jouer sa partition. Le directeur régional de l'Industrie et des Mines, Kofi Gabriel, multiplie les visites dans les entreprises pour voir leur état de santé. Reportage Kwadjo Kwame. Seconde étape de la visite du directeur régional de l'Industrie et des Mines dans les entreprises, toujours dans le souci de relancer les activités industrielles et minières. Gabriel Kofi était à l'usine d'égrainage de coton d'une capacité de 180 tonnes jour. L'usine est passée des modes. À la filature de verre à soie, les pièces importantes de l'unité industrielle emportées et le système électrique défaillant. Même constat au parc auto. Autant dire que la CIDT et ses structures rattachées connaissent des réelles difficultés. On vous a parlé d'une perte sèche de à peu près 29 milliards. Mais la production de coton-graine avait vraiment chuté suite aux différents problèmes sur le terrain. Ça fait qu'on a fermé 2 usines, Zata et Seguela, qui ont respectivement une capacité Zata de 30 000 tonnes annuelles et Seguela de 40 000 tonnes annuelles. L'usine de filature de verre à soie, les machines ont été pillées, les moteurs ont été enlevés, tout le câblage a été enlevé, mais les machines de base même, elles sont là. Dans le domaine des mines, une importante rencontre avec les transporteurs et exploitants de carrières qui dénoncent la concurrence déloyale dans ce secteur d'activité. Les sociétés viennent travailler à Bouaké. Nous sommes là, mais nous ne sommes au courant de rien. On voit les camions venir travailler et repartir, et nous ne sommes informés de rien. Nous sommes dans un pays du droit, il faut donc qu'on respecte la loi. Pour le directeur régional, un cadre formel est désormais mis en place pour accompagner tout opérateur économique à développer ses activités. Nous avons un plan très intéressant pour ceux ou celles qui viennent de créer leur entreprise, dont l'âge ne dépasse pas 2 ans, pour les aider dans un cadre formel, sécurisé, stimulant, devant non seulement leur permettre de se consolider en évitant les erreurs de jeunesse, puis se développer. Le directeur régional de l'Industrie et des Mines rencontrera très bientôt les orpailleurs de la région du Yambol. La journée mondiale du tourisme, c'était le 27 septembre dernier. La Côte d'Ivoire, elle, a décidé de célébrer l'événement ce mardi 7 octobre à Dabou autour de l'attiéké, produit alimentaire typiquement ivoirien. Et c'était en présence de Roger Kakou, ministre du Tourisme. Reportage Eve Boué et Franck Kwadjo. Une bonne poignée d'attiéké, semoule de manioc bien prisé en Côte d'Ivoire, accompagné de poissons frits. Et le tour est joué. La dégustation de l'attiéké individuellement ou en groupe, le geste est ancré dans les habitudes alimentaires. En tout cas, l'attiéké
c'est un aliment qui est très bon, qui est nourrissant. L'atiéké, ce mets qui franchit aujourd'hui les frontières ivoiriennes, est produit dans la région des Lagunes, au sud, et justement, la 34e journée mondiale du tourisme en Côte d'Ivoire y est consacrée. À Dabou donc, zone productrice reconnue, les petits plats sont mis dans les grands pour la cérémonie officielle. L'atiéké a franchi depuis belle lurette les frontières de la Côte d'Ivoire pour se retrouver aujourd'hui sur des tables en Afrique, en Europe, en Amérique, et même maintenant en Asie. C'est dire que nous, Ivoiriens, pouvons être fiers que ce produit du terroir, essentiellement dû au travail de nos braves sœurs et épouses des champs, est une référence gastronomique de plus en plus appréciée dans plusieurs pays du monde. Une fierté exprimée par autorités locales, producteurs et population. Visite du circuit de fabrication de l'atiéké, de la bouture aux produits finis à Débrimou, suivi de celle de réceptifs hôteliers. De quoi clore en beauté une journée fort colorée. Le styliste créateur ivoirien Gilles Touré célèbre ses 20 ans de carrière le 8 novembre prochain, annonce faite au cours d'une conférence de presse en présence de partenaires et acteurs de la mode. L'événement sous le concept Féerie sera marqué notamment par une soirée spectacle. Chantal et Ouma Kandan. Donc c'est un bustier qui a été monté avec des coupures de presse, des titres de presse. C'est un avant-goût de ce que sera le spectacle de Gilles Touré le 8 novembre prochain à Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Féerie, 20 ans de mode. C'est le nom donné à ce spectacle que le styliste créateur annonce grandiose, coloré et féerique. Ce jour-là, Gilles Touré compte faire découvrir une nouvelle dimension de son génie créateur. L'homme va proposer au public sa collection. Une collection à la fois glamour et originale, qui résume les 20 années de sa passion dans l'univers de la mode et de la haute couture. Oui, chers amis journalistes, vous êtes mes compagnons les plus fidèles depuis 20 ans. 20 ans de carrière de mode, et c'est avec vous que cela a été bâti. Vos plus critiques et enchantés ont guidé mes premiers pas pour être le créateur que je suis aujourd'hui. Déjà, Gilles Touré se prépare activement. Un casting géant a été organisé, à l'issue duquel une 50aine de mannequins sélectionnés pour le spectacle du 8 novembre prochain. Un rendez-vous de lumière, de séduction et de féerie. Dans l'actualité également, une requête des avocats de Laurent Gbagbo a été rejetée par la CPI. La présidence a rejeté la requête d'Emmanuel Altit concernant le décès de l'un des juges de la Chambre préliminaire 1, Peter Cole, en juillet dernier, l'avocat de l'ancien président ivoirien qui souhaitait la nomination d'un expert médical pour plus de détails sur les circonstances du décès du juge qui s'était prononcé en faveur d'une confirmation des charges contre Laurent Gbagbo n'a pu obtenir gain de cause. Le président kenyan Uhuru Kenyatta devant la CPI à La Haye. Ce mercredi, il assiste à une audience déterminante pour la suite de la procédure lancée à son encontre. Uhuru Kenyatta est inculpé de crimes contre l'humanité pour son rôle présumé dans les violences post-électorales de 2007-2008 au Kenya. Il devient le premier chef d'État à comparaître en cours de mandat. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Adama Kone. Merci de votre fidélité.